Ben, merci. Merci de venir pour nous aider à bien planter ce décor, comprendre l'enjeu. Alors, bien évidemment, Olivia, tu es sur le terrain, dans la vraie vie, à la fois dans du sanitaire et du médico-social, par tes postes de directrice de soins infirmiers. Enfin, tu diras exactement, je me perds un peu toujours dans les définitions. Et donc, ce sujet de la santé, dans la vraie vie, dans les services, on en parle, il y a des particularismes ou c'est un sujet tabou? Merci. Alors oui, en effet, en tant que directrice des soins, alors d'abord, c'est quoi directrice des soins? C'est une infirmière qui s'est perdue à un moment donné dans les méandres et qui a eu envie, c'était mon cas, d'essayer de faire du soin différemment, en tout cas de manager les managers, c'est ce que je fais aujourd'hui, au service du soin, au service de l'autre. Alors, les différents établissements dont j'ai le plaisir de coordonner les activités de soins, donc ils sont en effet sanitaires, puisqu'il y a 3 établissements publics, mais également des EHPAD, un foyer d'accueil médicalisé et d'autres établissements médico-sociaux. Alors, est-ce qu'on en parle? J'ai envie de dire, la santé, c'est ce qui nous anime en tant que soignants, en tant que personnel hospitalier. Donc on en parle beaucoup, mais on n'en parle plutôt pas pour nous. En définitive, en tant que soignant, en tant que personnel, finalement, qui a été formé au service des autres. On a parlé beaucoup de dévotion. Quand on parle des soignants, on parle de dévotion. Je n'aime pas trop cette terminologie. Je préfère la notion d'engagement. Enfin, en tout cas, on s'engage pour les autres, au service de l'autre. Et c'est certainement là où on va s'oublier assez facilement et assez rapidement. Alors des particularismes, il en existe, même si ça a été évoqué en effet le fait que cette société hospitalière soit fortement féminine. Alors ça, c'est pas un scoop. Le rapport à la santé des femmes semble quelque chose d'assez particulier. D'ailleurs, me vient une anecdote en tant que femme, en tant que maman, où avant d'être donc manager, j'étais infirmière puéricultrice. Et quand j'amenais mon fils, tout bébé, aujourd'hui il est très grand, chez la pédiatre, elle me disait, vous, c'est toujours pareil, les soignants. C'est toujours trop ou pas assez. Et cette phrase, elle m'a marquée, c'était il y a 18 ans. Et c'est vrai pour la prise en soin de notre famille et encore plus vrai quand il est question de notre santé à nous. C'est trop ou pas assez. Cette question de juste distance finalement dans notre rapport à notre santé, à notre corps, à nous en tant que citoyens aimants, aimables potentiellement. Donc ça, c'est une particularité que je soulignerai en effet, cette notion de la féminisation, cette notion de rapport à soi, comme si notre corps, notre esprit n'était qu'au service d'eux et finalement était un outil. Voilà. En même temps, j'ouvre tout de suite sur une notion d'espoir, puisque si j'étais... C'est très fort ce que tu viens de dire. Oui, en même temps, c'est un constat que j'ai pu éprouver. Et aujourd'hui, alors j'aime à penser que je suis une soignante du XXe siècle, puisque j'ai été formée au XXe siècle, j'exerce et je suis manager du XXIe siècle. Donc c'est super, je préfère le siècle dernier et le siècle actuel. Mais bon, il se joue quelques années. Oui. C'est peut-être très fort, mais en tout cas, c'est vraiment comme ça que ça se fait aujourd'hui. Mais je vois dans la génération actuelle quelque chose d'absolument fantastique, je trouve, en tant que manager aujourd'hui. Parce que nous, en tant que manager, la valeur travail, qui d'ailleurs n'est pas tout à fait une valeur, enfin on pourrait en parler, c'est très important, donc on y va. Et cette génération-là, de nouveaux professionnels, ils nous apportent autre chose. Parce que ce n'est pas une fin en soi, le travail. En effet, c'est un moyen pour accéder à un état qu'ils espèrent très très bon. Et si c'est pas longtemps à l'hôpital, c'est pas grave. Tant que ils sont OK, ils ont besoin d'être OK avec ce qu'ils ont envie de faire, à être alignés dans leur vie, en fait. Et ça, c'est super parce que j'aime à penser qu'en fait, ils nous montrent le chemin, ils nous montrent la voie de nous considérer différemment, certes au service de l'autre, mais en étant d'abord au service de soi. Et est-ce que tu as l'impression que les jeunes, quand tu es dans un conseil de service, dans les différentes instances, etc., ce sujet, il bouscule un peu les lignes ou ils ont tendance à... Voilà, ils en parlent quand ils voient un voisin qui ne va pas bien, quand ils voient l'infirmière qui a de l'addiction ou le docteur qui est en train de disjoncter parce qu'il picole et que tout le monde le sait. Est-ce que tu le sens qu'ils commencent à le dire? Ils se révoltent un peu plus? Oui, voilà, c'est le mot, c'est la révolte. C'est-à-dire, ça monte au créneau très très vite. Il y a beaucoup de barrières qui tombent. Moi, je suis directrice des soins, c'est pas un souci, quoi. On va m'interpeller directement, on va pouvoir me dire mais c'est pas normal, vous faites rien et ça c'est pas possible et ils vont conseiller leurs collègues en disant mais tu ne peux pas continuer comme ça. Il y a une forme de révolte en disant mais n'acceptez plus l'inacceptable finalement. Voilà. Oui. Et ça, je trouve ça génial. C'est un grand message d'espoir.
Parce que je me retourne vers toi, je ne voudrais pas dire que tu es une ancienne, mais on a fait toutes nos classes ensemble. Mais est-ce que tu as l'impression dans ton parcours, tu es radiologue, tu as été à la direction générale de la paix, tu es au ministère, tu as roulé ta bosse, comme on dit. Est-ce que tu as l'impression que ce sujet est un sujet que les plus anciens, donc les gens en responsabilité aujourd'hui, ils ont intégré? Alors, si tu me demandes... Enfin, les gens, les responsables de santé. Et les institutions. Si tu fais appel à mes souvenirs, j'ai fait 30 ans à la PHP et tu m'avais demandé si j'avais connu le service de médecine du travail. Je n'en ai pas le souvenir en 30 ans. Dans les différents... Tu sens le silence dans la salle quand même. Jamais convoqué au médecin du travail. Vraiment, je m'en souviens pas. Par contre, je me souviens être allée quand j'étais jeune, toute jeunette, à la médecine du travail pour demander à être vaccinée contre l'hépatite B. On me l'a refusé parce qu'à l'époque, les vaccins étaient très chers et étaient destinés aux soignants. Et on n'avait pas pour les médecins. Du coup, 15 jours après, je me suis retrouvée jaune comme un coin, hépatite B majeure que j'avais attrapée au SMUR. Par contre, le chef de service, lui, s'est révolté. Et je crois que je dois être un des premiers accidents d'exposition au sang de l'histoire, de la grande histoire des accidents au sang. J'ai le souvenir d'avoir été harcelée. J'ai le souvenir d'avoir empêché un ami de se suicider, urgentiste, enfin interne aux urgences. Non, on n'avait aucun réflexe d'aller vers quelqu'un qui pourrait nous aider. On se resserrait entre nous, en fait. Et ça devait quand même assez bien fonctionner. Et après, j'ai été conseillère générale des établissements de santé. Donc, on allait dans différents établissements. Alors, le plus souvent, c'était parce qu'ils étaient en déficit. Alors, moi, je dis, c'est un symptôme, mais c'est pas une maladie. On ne soigne pas un symptôme. Donc, vous êtes en déficit. Mais par contre, on arrivait dans des établissements qui étaient mal et qui avaient des professionnels de santé en souffrance, vraiment en souffrance. Et donc, on essayait d'avoir des recommandations les plus adaptées possibles. On arrivait à 2 ou 3 dans ces établissements. Et 2 choses m'ont marqué, c'est que d'une part, j'ai des souvenirs de professionnels vraiment dans des situations dramatiques où il n'y avait pas encore de réflexe, il n'y avait pas le réflexe d'aller vers un accompagnement des structures qui pourraient aider. Par contre, je me souviens aussi que à peu près toutes les recommandations que j'ai pu faire dans l'émission, en fait, la communauté les connaissait. Les professionnels savaient ce qu'il fallait faire. Donc nous, on servait de révélateurs, mais on n'était pas plus malins que les autres, que cette communauté vers laquelle on allait. Et en fait, ils nous expliquaient ce qu'il faudrait faire pour que l'hôpital aille mieux. Donc nous, on l'écrivait, on essayait de le mettre en évidence, mais ils le savaient. Et pourquoi c'était pas mis en œuvre? Parce que c'était soit un discours syndicaliste qui, dans un hôpital en crise et surtout dans ces situations toujours de déficit, était sans doute mal entendu, voire même avec des confrontations entre syndicats, ce que j'ai découvert. Et c'était une ambiance en fait de sidération, je pense. Et donc la santé, finalement. Donc oui, ils étaient mal, mais c'était pas un sujet. Mais par contre, ils savaient. Vraiment, ça m'a beaucoup marqué. Ali, je me retourne vers toi parce que tu présides l'association des médecins et des infirmières de médecine du travail. Les gens, ils viennent te voir dans quelle situation maintenant? Ils viennent faire de la prévention ou ils viennent parce qu'ils vont tellement mal? C'est quoi la méthode d'adressage? Et est-ce que tu as le sentiment que sur les 10 dernières années, les choses ont évolué? C'est évolué, c'est dans quel sens? Je pense que les choses ont évolué déjà quand même depuis 30 ans. Je pense qu'il y a aussi la nouvelle génération, la génération de l'an 2000, qui est plus sensibilisée sur ses risques professionnels, sur sa santé, sur sa qualité de vie.
sa qualité de vie personnelle et sa qualité de vie au travail. Et il y a aussi eu une évolution dans les pratiques des services de santé au travail. Depuis au moins, je pense, 10 à 15 ans maintenant, les internes sont dans tous les CHU à peu près systématiquement vus au moment de l'entrée à l'internat. Donc même si à cette époque-là, enfin à cette période-là de leur cursus, en général, ils vont plutôt bien et tant mieux. Au moins, c'est déjà un premier contact. On leur explique dans quelles circonstances on peut éventuellement les voir. Et en tout cas, voilà, les médecins viennent, peut-être les plus jeunes, viennent plus facilement nous voir. Et après, le personnel non médical, ça, c'est ancien, c'est les convocations. Donc, à une époque, on était suffisamment de médecins pour voir assez régulièrement les professionnels de santé, les professionnels non médicaux, et le médecin du travail faisait ce qu'on appelait les visites périodiques. Quel est le rythme obligatoire, normalement, dans les textes? Maintenant, c'est tous les 2 ans. Mais en pratique, ce n'est pas du tout le cas. On n'est pas du tout assez nombreux. Alors, on a la possibilité de déléguer avec des protocoles de délégation aux infirmières de santé au travail, aux infirmiers de santé au travail qui sont formés. Mais on est quand même censé les voir, le médecin, tous les 2 ans. Mais ce n'est vraiment pas du tout le cas. Moi, je vois vraiment rarement les personnels en visite systématique, et je vois essentiellement des personnels qui viennent à leur demande parce qu'ils ne vont pas bien, à la demande de l'encadrement, parce qu'ils constatent une dégradation de l'état de santé, une inadéquation avec le poste de travail, des restrictions que les agents amènent, en fait. Donc, ils veulent formaliser un petit peu ça. Pour préserver la santé de leurs agents, mais aussi pour faire tourner les équipes. Si dans un service de soins, personne ne peut faire de manutention lourde, ça commence à compliquer un petit peu l'organisation du travail. Donc, on voit aussi beaucoup de gens en visite de reprise, parce qu'il y a beaucoup d'arrêts maladie. Beaucoup de gens en visite de pré-reprise, parce qu'on sait que la reprise va poser problème. Et parfois, il faut du temps pour trouver le moyen de les faire reprendre dans des conditions qui sont acceptables et pour eux et pour leurs équipes. Et oui, on les voit aussi pendant leur congé longue maladie, congé longue durée. Voilà. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre métier s'est vraiment transformé ces dernières années. Et donc, ça, que ça soit dans le privé, parce que j'ai des collègues de travail qui sont en service inter-entreprise et qui voient pour certaines des professionnels soit dans les cliniques, dans certains EHPAD qui sont inscrits dans des services inter-entreprises, mais aussi donc parmi mes collègues de l'association, on voit de façon très épisodique les gens en visite périodique. C'est plus nous qui faisons ça. Donc en fait, ce que tu nous dis, c'est que vous êtes beaucoup plus à l'heure actuelle dans une démarche de gens qui viennent vous voir parce qu'ils ne vont pas bien, plutôt que dans une démarche préventive. Exactement. Normalement, en plus, on a changé de nom depuis la loi du 2 août 2021. Les services s'appellent maintenant les services de prévention et de santé au travail. Et nos missions de prévention sont les premières inscrites dans l'ordre de nos missions dans le Code du travail. Mais si on fait de la prévention, c'est bien de la prévention tertiaire. On colmate les brèches. On permet, dans certains cas, le maintien dans l'emploi, mais à quel prix, et pour les professionnels et pour les services. Voilà. Donc, on aimerait bien avoir les moyens de faire de la prévention, vraiment, de la prévention collective, de la prévention primaire, mais c'est vraiment pas l'essentiel, malheureusement, de notre travail. Et je me retourne, avant de passer la parole au sociologue qui va nous faire une analyse très fine de cette relation compliquée. Mais est-ce que, Elisabeth, je reviens notamment parce que tu es dans les activités institutionnelles que tu as pu avoir, est-ce que ce sujet de la santé, mais je me retourne également vers vous trois qui avez déjà pris la parole, est-ce que quand tu étais dans les CME, où est-ce qu'on en discute, est-ce que vous en avez entendu parler dans les instances, et dans quelle instance aujourd'hui on en parle? J'ai été président de CME, j'ai jamais le souvenir qu'on ait mis ça à l'ordre du jour. Est-ce que vous avez... C'est un sujet qui est abordé où, ce sujet? Qu'on consolide où?
il y a bien des rapports de la médecine du travail. Ça va, où est-ce qu'on cause? Alors tous les ans, on est censé faire notre rapport d'activité, donc en F3 SCT, le nouveau CHSCT. Voilà, moi je vais le présenter dans quelques jours, mais ça fait au moins 3 ou 4 ans qu'on ne me l'avait pas demandé. Et comme j'ai vraiment beaucoup de choses à faire, je n'ai pas fait mon rapport tant qu'on ne me l'a pas demandé. Voilà. Après, c'est déjà arrivé une fois que je tente une présentation sur les risques psychosociaux des médecins en CME. Oui, ils étaient assez curieux de voir le médecin du travail qui allait venir leur présenter rapidement. Il ne fallait pas que je prenne trop de temps quand même, ces petites diapos, mais bon. C'est tout. C'est tout. Oui. Oui, alors, au niveau des instances, j'ai envie de dire, on va parler davantage de la question de l'absentéisme. Parce que ça, c'est quelque chose qui va nous intéresser beaucoup, c'est-à-dire quel est le pourcentage de professionnels non présents au pied du lit du malade, auprès des résidents en EHPAD. Et finalement, c'est le prisme du professionnel qui n'est pas là, et donc qui nous dérange par son absence, parce que ça ne permet pas un bon fonctionnement hospitalier. Donc, je dirais que ça n'est pas vraiment parler de la santé, des professionnels de santé, mais c'est plutôt parler de la défaillance en termes de santé, et donc de comment elle vient percuter notre système, puisqu'on ferme des lits et donc on est moins opérationnel. Donc c'est évoqué, sinon, en effet, à travers le partage avec Service Santé au Travail. Mais il y a d'autres... Elisabeth? Alors, sur l'absentéisme, je rebondis juste dans ces missions conseiller général, c'est-à-dire où on avait l'établissement entier. Alors, nous, on l'utilisait un peu à l'envers. Donc, justement, on regardait le taux d'absentéisme selon les services, et on constatait le plus souvent que les taux étaient extrêmement variables, en fait, d'un service à l'autre. Et même par catégorie de professionnels, tout à fait. Là, on regardait par service. Et donc, nous, en fait, on l'utilisait dans l'autre sens. On interrogeait ceux qui avaient les chefs de service ou chefs de pôle, qui avaient les plus gros taux, en leur disant, mais c'est quand même étonnant. Est-ce que vous avez des explications au fait que dans le service à côté, qui est à peu près dans la même discipline, évidemment, il y a un taux d'absentéisme moins fort? Et ça déclenchait beaucoup de choses fort intéressantes. C'est-à-dire de le prendre à l'envers, le taux d'absentéisme. Interroger sur ceux qui avaient les taux les plus forts en disant, mais il y a peut-être des choses qui se passent dans votre service. En avez-vous conscience? Avez-vous des explications? Et après, on démarre, parce que c'est pas un jugement, le taux d'absentéisme, c'est pas un objectif en soi, c'était de démarrer sur des pistes d'explication et des questions qui, collectivement, deviennent... Donc là, ça permettait d'aborder la santé, le risque. Ouais. Oui. Et l'organisation. Et l'organisation. Oui. Serge, les cordonniers sont cordonniers. Bon, je vais y arriver. J'étais dyslexique. Sont mal chaussés, mais c'est un adage qui concerne également notre santé, nous les professionnels de santé. Oui, finalement, je connais assez peu les cordonniers. C'est comme les coiffeurs, je les croise peu. Mais en tout cas, pour ce qui concerne le monde de la santé en global, oui, il y a quelque chose autour de ça. C'est-à-dire que finalement, quand on regarde, on pourrait s'attendre, c'est facile, parce que la question du soin, en grande partie, c'est une question de réseau. Je connais quelqu'un qui... ça ne devrait pas être comme ça, mais c'est comme ça que ça marche. Et donc, du coup, on se dit, les gens qui travaillent dans le secteur, c'est quand même beaucoup plus facile pour eux. Et puis en plus, l'information, elle arrive normalement plus directement. Et pour autant, alors d'abord, c'est la notion de biais cognitif. Si je n'ai pas envie de le savoir, je ne le sais pas. Même si je suis au courant, même si j'ai fait les études, ainsi de suite. On a toujours des éléments. Par exemple, on sait qu'une des professions qui est encore le plus addicte au tabac, je ne parlerai d'aucune autre addiction, c'est dans le corps médical qu'on peut retrouver. Donc là, on voit bien qu'il y a ce qui peut apparaître comme une contradiction. Deuxième élément, souvent aussi, on y reviendra, mais c'est que quand on parle de soignants, on parle de qui? Entre le médecin, Bac++, et puis d'autres catégories, évidemment, on n'est pas du tout dans les mêmes mondes. Donc ça aussi, ça rend les choses plus compliquées. Le troisième élément, c'est sans doute qu'il y a quelque chose de l'ordre du relativisme. C'est-à-dire, quand je vois tout ce que je vois, je ne vais quand même pas me plaindre parce que j'ai le rhume, ou je ne me sens pas très bien, ou j'ai mal au genou, quoi. Je vois des gens qui sont en train de mourir, je vois des gens qui... Enfin bref, du coup, il y a aussi quelque chose du genre, je ne vais quand même pas trop la ramener. Il y a aussi, alors on le trouve là comme ailleurs, si je commence à dire que j'ai des problèmes, c'est pas bon pour la carrière. Et que donc, je vais être aussi discret, parce que j'ai la trouille de ne pas avoir la promo, j'ai la trouille de ne pas être mis sur le projet qui est intéressant. Alors ça, c'est pas que dans le monde de la santé, hein, c'est dans tous les mondes, hein, c'est pareil, il y a cet élément-là. Et puis, il y a quelque chose sans doute de plus spécifique, c'est, on risque de me demander quand même, enfin, vous étiez au courant? Tu le savais quand même.
même toi tu. Et donc j'ai pas envie. Il y a dans toutes les femmes et dans tous les hommes un enfant qui s'ignore et qui n'a pas envie d'être pris en faute. C'est-à-dire, waouh, j'ai 50 piges, on va encore me faire la leçon. Et donc, il y a aussi quelque chose autour de ça. On me le fera plus là que dans n'importe quel autre milieu. Donc ça aussi, certainement, que ça joue. Et puis, c'est quand même, alors, pas tout le monde, mais le rapport à la science est quand même normalement plus fort dans le monde de la médecine. Normalement. Et du coup, tout ce qui est de l'ordre de « j'ai une maladie, ça va pas bien », tout ça, ça s'appelle une défaite. Et j'ai pas envie, sur un théâtre d'opération, j'ai pas envie d'être le perdant. Il y a aussi quelque chose sans doute qui joue là-dedans. Oui, tu partages ce que vient de dire Serge sur cette, sur cette complexité de la relation? Oui, enfin, je pense que les médecins on va attendre avant de demander de l'aide. Après, l'avantage quand même, c'est qu'on a une aide beaucoup plus accessible quand on en a vraiment besoin. Mais les études, il y a une enquête du Conseil national de l'ordre des médecins qui avait montré en 2018 qu'il y avait vraiment une proportion de médecins qui avaient un médecin traitant qui était vraiment ridicule. Je crois que c'était de l'ordre de 20%. Donc ça veut dire qu'on est tous plus ou moins, plutôt plus que moins notre propre médecin traitant. Donc c'est quand même assez édifiant. Ça veut quand même dire que finalement, on s'occupe de soi-même tant qu'on peut. Ouais, bon, on a nos anxieux quand même. On a nos collègues anxieux, on les connaît tous. Mais sinon, globalement, je pense qu'effectivement, on a un petit peu du mal à s'imaginer tomber malade aussi. Mais est-ce que c'est valable? Tu parles des médecins. Oui. Est-ce qu'on retrouve la même chose chez les infirmiers, chez les aides-soignants? J'insiste sur les aides-soignants, les auxiliaires de vie. Moi, j'ai été très frappé dans la littérature. On a fait faire une revue de la littérature internationale. On a eu le sentiment qu'il y avait des oubliés. Les oubliés, on n'en parlait pas. Voilà, les aides-soignants, les auxiliaires, le personnel médico-technique, il y a des oubliés. Est-ce que tu as l'impression, j'appelle ces oubliés avec toute l'admiration que j'ai pour eux, mais c'est quand même ce qu'on retrouve. On parle toujours des mêmes. Est-ce que tu as le sentiment que également pour eux, il y a on se retrouve dans les mêmes situations, ou au contraire, ils se trouvent dans une autre situation, voire plus démunis? Ils viennent vous voir quand ça va pas bien, mais ils n'ont pas le côté prioritaire que peut avoir le docteur ou l'infirmière parce qu'ils ont le pistou. Comment tu vois les choses pour toutes ces qui représentent la majorité en fait des professionnels de santé? Oui. Alors non, j'ai quand même le sentiment qu'ils prennent soin de. Enfin, ils sont pas en situation de précarité de soins. Ils ont des médecins. Le personnel paramédical, je trouve globalement, quel qu'il soit, et aussi les personnels techniques, enfin toutes les professions qui soutiennent l'activité hospitalière. Ils sont bien pris en charge. Enfin, ils ont un médecin traitant, ils ont des traitements. Quand on les interroge, ils sont suivis. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. Ouais, j'ai pas le sentiment qu'ils ne prennent pas en charge leur santé. Mais je me trompe peut-être. Après, c'est vrai qu'on parle de là où on est. On a un prisme. Parfois, c'est établissement dépendant, région dépendant. Les oubliés, j'aime bien cette façon de ne pas les oublier, justement. De qui on parle, en effet, entre un infirmier, un agent de service hospitalier, ce sera assez différent, un agent technique également. Enfin, tous ceux qui vont contribuer au bon fonctionnement, au service du patient. Finalement, on attend aussi un peu d'eux, parfois. Enfin, ils ont été érigés au rang de super-héros, quand même, hein, avec la Covid notamment. Et un super-héros, c'est pas malade, hein. Enfin, ça va pas bien dans le schéma non plus. Donc, en tant que soignant, on a souvent on a grandi et on nous a renvoyé, enfin, en tout cas, c'était moi en tant que soignante, qu'il y a quelque chose aussi du domaine du sauveur. Donc, on soigne et pour nous-mêmes. Donc, il y a la question de est-ce que je vais pouvoir accepter cette vulnérabilité me concernant? Ça, c'est une vraie question. Ce que j'entends dans ce qu'on se dit et dans ce qui s'est évoqué là, c'était est-ce que l'environnement professionnel est capacitant? C'est-à-dire, est-ce qu'il va permettre à l'individu de pouvoir
de pouvoir prendre conscience de sa santé, de pouvoir prendre en soin sa santé à lui. Finalement, la question, elle est là. Et c'est important de voir qu'est-ce qu'on met en place les uns les autres. Et c'est pour ça que ce type de réflexion et la mission qui est lancée, c'est tout à fait indispensable pour une prise de conscience, pour s'arrêter, se poser la question. Je disais, on en parle peut-être mal aux instances, mais je vais bien sûr tout de suite pondérer mon propos, puisque je trouve qu'on en parle de plus en plus. Et il y a des initiatives, alors pas du tout exceptionnelles, mais je trouve qu'ils sont importantes. Nous, chaque mois, nous rencontrons l'équipe entière du service santé au travail, la directrice des ressources humaines et son staff, le directeur des soins, donc la directrice des soins et mon adjoint directeur des soins, et nous staffons toutes les situations de professionnels qui sont en situation de non-travail, en fait. Et la question qui est abordée, c'est quelles sont leurs capacités. Quelles sont leurs nouvelles capacités finalement? C'est plus être infirmier, c'est peut-être pouvoir faire autre chose. Mais est-ce que vous vous interrogez également sur, par rapport à sa santé, comment on peut comment on l'accompagne? Parce que finalement, on voit bien ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, on a une santé qui est plutôt curative, alors qu'on a un enjeu majeur qui est le sujet de la santé préventive pour les soignants. Aujourd'hui, on fait du soin, on ne fait pas de santé, finalement. C'est plutôt tertiaire, voire quaternaire, parce qu'on est plutôt à essayer de limiter l'impact. Mais j'aime à penser que dans le C de la QVCT, c'est vraiment s'intéresser sérieusement aux conditions de travail et que ces conditions fassent partie de l'environnement capacitant, donc permettre aux professionnels d'avoir déjà une conscience de sa santé et puis de prendre soin de sa santé. Très bien. Et je voudrais... finalement, Serge, est-ce que tu ne crois pas qu'il n'y a pas également un problème de sémantique, de mots? On parlait de la médiation tout à l'heure. Finalement, quel est le tiers qui est le tiers le plus efficace pour parler de sa santé à un professionnel de santé? Oui, c'est vrai qu'on est au cœur. Alors, je serais plus nuancé, moins positif que vous sur les auxiliaires de vie & co qui n'ont aucun problème pour aller discuter. Je rappelle que plus on descend, on est à la fois dans des questions d'échelle sociale, et plus on descend dans l'échelle sociale, plus il est difficile de se projeter. C'est comme ça. Alors, il y a une logique d'ailleurs, l'espérance de vie est de plus en plus faible, plus on descend dans l'échelle sociale. D'une certaine manière, on ne se projette pas d'autant plus. Puis le deuxième élément, c'est non seulement il y a des différences sociales très fortes, c'est un des endroits où il y a le plus de différences sociales. Vous croisez dans la journée un médecin bac plus et avec quelqu'un qui est bac moins. Et à un moment donné, le bac moins, il y a quand même un petit truc de mépris, ainsi de suite. C'est quand même compliqué. Et puis le discours, justement, il n'est pas le même. Les mots, ils sont parfois totalement incompréhensibles. Donc il y a cet élément-là à prendre en compte. Il y a l'élément aussi culturel. On est quand même aussi dans des sociétés aujourd'hui où la diversité, on va appeler ça comme ça, culturelle est extrêmement forte. Et donc les références sont absolument pas les mêmes. Les manières de parler et les manières d'entendre sont pas du tout les mêmes. Et du coup, d'ailleurs, tout ce qui est genre, sans vouloir être désagréable, c'est du genre 5 fruits, 5 légumes. Bon, ça fait plaisir aux gens qui savent ce que c'est que des fruits et des légumes et qui peuvent les acheter, mais c'est 15% de la population. Les autres comprennent rien, ça leur parle pas. Et là, c'est un peu pareil. Les mots pour le dire, tu te souviens, on avait travaillé là-dessus sur le vieillissement. Et bien là, c'est pareil. Les mots pour le dire, ils sont très différents selon la catégorie à laquelle je m'adresse. Et donc, ça veut dire aussi que c'est une des problématiques sans doute du monde hospitalier qui a une vision aussi assez collective. Or là, il faut rentrer dans l'individu. Et les gens n'entendent pas la même chose, et ainsi de suite. Donc du coup, c'est aussi tout ce travail à faire, de se mettre au niveau, ça ne veut pas dire il n'y a aucun mépris, tout ça, mais se mettre au niveau de la personne pour qu'elle comprenne ce dont on parle, et qu'elle ensuite, elle ose elle-même en parler. Et puis, il y a une question, vous avez raison, en parlant de là où je travaille. Sauf que les gens, ce ne sont pas que des gens qui travaillent à un endroit. C'est aussi des personnes, et alors plus je diminue dans l'échelle sociale, plus je fais des temps de transport, par exemple. Et le temps de transport, c'est du temps de fatigue, c'est temps, ainsi de suite. On est aussi dans ces logiques-là. C'est des gens qui ont des vies parfois un peu compliquées. Je dois être soignant, tout ce qu'on voudra, et en même temps, je suis une femme seule qui élève 3 gosses. Et qui parfois a des problèmes avec le ou les géniteurs des 3 enfants. Et qui parfois se retrouvent à être aidants, ou aidanteux. Qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, c'est aussi des gens qui ont des vies qui sont sans doute souvent assez éloigné de l'imaginaire de celui d'un médecin ou autre. Donc du coup, il y a tout ça qui entre en ligne de compte et qui explique en grande partie. Mais vous disiez tout à l'heure, en fait, c'est l'absentéisme et autres qui est un système d'alerte. Qu'est-ce qui s'est passé dans le BTP? C'est qu'à un moment donné, en termes d'accidentologie, c'était insupportable, et donc ça coûtait, et l'absentéisme, c'est insupportable. Et puis, il y avait du mal à trouver du monde. Et du coup, ils ont travaillé énormément. Aujourd'hui, en fin de compte, le taux d'accident est beaucoup plus faible dans le BTP, ou alors qu'on monte sur les échafaudages et ainsi de suite, que dans le monde de la santé. Ça prouve bien qu'il y a eu un système d'alerte, il y a eu une nécessité, pas de la morale,
mais de la nécessité de ces personnes de dire on a intérêt à agir si on veut que ça marche, quoi. Et donc du coup, on est sans doute aussi dans quelque chose autour de cela. C'est pour ça que c'est intéressant les indicateurs, absentéisme, maladie, ainsi de suite, parce que c'est une manière d'alerter et d'obliger. Alors on n'est pas dans la prévention, puisqu'il a fallu que les gens tombent malades, ainsi de suite. Mais voilà. Mais il faut sans doute de l'incident avant qu'il y ait de la prévention. Et pour terminer, le mot prévention, bazar de sort, c'est chiant, quoi. Il y a le ministre de la Prévention qui vient d'arriver. Oui, d'accord. C'est-à-dire que et de la santé. Voilà. Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'on parle aussi, il y a toujours prévention égale sanction. Il y a toujours un truc autour de ça. Il ne faut pas. Il faut pas faire. C'est aussi du positif, c'est aussi de la qualité de vie, c'est aussi du plaisir. Et montrer aux gens qu'en prévention, ils vont être mieux dans leur vie en global, y compris dans leur vie professionnelle. Il y a peut-être un truc à jouer plutôt qu'être toujours de « ah, c'est pas bien, pampan cucu ». Il y a aussi autre chose à faire. Et en parlant des chiffres, je te donnerai la parole juste pour conclure avant de passer la parole à Benoît Frelin et au ministre. Juste pour vous dire, je vous donne un chiffre, moi ça m'a fait froid et ça continue, mes poils s'irrissent. Quand je faisais partie de la mission El Khomri, on parlait du BTP, je vous donne juste des chiffres. Le taux ATMP, c'est-à-dire le taux accident de travail maladie professionnelle, en population générale, c'est 34 pour 1000. Dans le BTP, 66 pour 1000. Pour les auxiliaires de vie, les aides-soignantes qui interviennent à domicile ou en établissement, c'est 104 pour 1000. 104 pour 1000. Et je trouve que ce chiffre, franchement, il faut l'avoir tous en tête, parce que on dit que c'est une bonne porte d'entrée du marque pour réfléchir, et ça nous met un coup de pied au derrière pour pouvoir se dire il faut qu'on avance. Tu voulais dire un mot avant que on conclue? Je pense, je ne veux pas dire que les soignants vont très bien. Hein, c'était pas du tout l'objet de mon propos. Puisque tu en parles, je pense qu'il y a vraiment une attention toute particulière à porter aux aides-soignantes. C'est vraiment une population qui est usée. Elles ont enfin je dis elles parce que c'est quand même une majorité de femmes. Elles ont un travail très dur physiquement, avec des horaires atypiques difficiles et des possibilités aussi de reclassement et de reconversion professionnelle qui sont beaucoup plus compliquées que certaines catégories socio-professionnelles. Et je pense qu'il faut vraiment qu'elles aient toute notre attention. Et absolument, et pour ça, il faut qu'on produise de la connaissance, d'où l'importance de faire des recherches. L'adresse, vous faites des recherches, on a lancé une opération ensemble. C'est une vraie dynamique sur laquelle vous êtes engagés? Oui, parce que jusqu'à présent, l'adresse avait publié pas mal de choses, mais sur les conditions de travail. Avant le Covid, il y avait une étude qui avait comparé les conditions de travail à l'hôpital versus le reste des salariés français. C'est toujours l'intérêt de se comparer, et qui avait montré, ouais, tu as raison, que structurellement avant le Covid, il y avait des signaux d'alerte, et notamment sur les agents d'entretien, les aides-soignants, les sages-femmes, les infirmières. Enfin, vraiment, ceci avait été mis en évidence sur les conditions de travail qui, quand elles sont détériorées, sont quand même de forts facteurs de risque de dégradation de la santé. La même chose après le Covid, on l'a sorti, mais j'ai regardé un peu, pour préparer la table ronde avec Philippe, j'ai regardé dans les archives, et la même étude était sortie en 2003, quand par exemple en 98, l'adresse avait sorti déjà cela. Et elle a aussi sorti en 2008 les conditions de travail des aides à domicile, en indiquant un risque fort d'épuisement professionnel. Qu'est-ce qu'on en a fait? Je pense que c'est une question de priorité. Les priorités étaient sans doute ailleurs, mais déjà, il y avait des informations. Mais ça, c'était les conditions de travail. Et du coup, on veut vraiment aller sur la santé, c'est-à-dire les conséquences de ces conditions de travail. Et c'est pour ça qu'avec la fondation MNH, nous avons lancé cet appel à manifestation d'intérêt que la ministre a bien voulu reprendre. L'idée était d'avoir de la connaissance par les grandes bases de données. C'est-à-dire que chaque établissement a beaucoup d'informations. On peut faire des études sur la santé le CHU d'Angers sort des choses, la PHP à l'Hôtel-Dieu sort des choses. Nous, on voulait attaquer les grandes bases de données, parce que nous sommes l'adresse. Et l'autre information qu'on souhaitait avec vous, c'était d'identifier des équipes de chercheurs capables d'utiliser ces grandes bases et d'être intéressés par la thématique. Et c'est ça un des points déjà très importants de cet appel à la manifestation d'intérêt, c'est que ces 11 équipes sont dans toute la France, celles qui ont répondu, sont de très très bons niveaux, Hospital OU, INSERM,
Et il faut citer un organisme autre qui est l'IRDES et le HESP, qui se sont lancés aussi dans la bataille. Et donc, on a ces 4 projets qu'on va suivre pendant 2 ans. C'est un délai extrêmement court pour le sujet, mais on va faire un accompagnement, j'espère, aussi bon que celui du lancement.